Le numérique est un enjeu qui bouleverse de multiples aspects de notre société. La faculté est donc heureuse de pouvoir contribuer à mieux comprendre cette nouvelle réalité et en démystifier les conséquences. Avant de céder la parole à nos deux conférencières, il importe de se demander ce qu'est un algorithme. Hein? Donc, le thème aujourd'hui est « Faut-il se méfier des algorithmes ?» Et dans quelle mesure ces algorithmes affectent notre quotidien? Donc, qu'est-ce qu'un algorithme? Si on se fie à quelques définitions qu'on peut trouver sur Internet, dans les dictionnaires, on a des définitions très générales, comme par exemple, l'algorithme est une séquence d'instructions utilisée pour résoudre un problème. On est dans un niveau d'abstraction très élevé. Autrement, dans une forme un peu plus mathématique, l'algorithme peut être défini, et ça c'est la définition du Larousse, comme un ensemble de règles opératoires dont l'application permet de résoudre un problème énoncé au moyen d'un nombre fini d'opérations. On reste encore dans... Ça demeure assez abstrait, ça peut s'appliquer à une multitude de situations. Donc, qu'est-ce que c'est dans la vraie vie qu'un algorithme? Mais, eh bien, ça peut être aussi simple que les instructions d'un livre de recettes pour fabriquer des biscuits aux brisures de chocolat. Vous allez suivre un algorithme et donc la séquence des étapes qui vous sont imposées vont générer un résultat. C'est également, comme on a pu le comprendre dans la définition un peu plus précise mathématique, les règles qui sont utilisées pour résoudre un problème mathématique. C'est aussi tout ce qui se cache derrière la personnalisation, par exemple, des publicités web que l'on retrouve quand vous naviguez sur Internet. Hein? Des fois, on va sur un site d'achat, on magasine, en bon québécois, pour un item, et soudainement, dans les jours qui suivent, on a des bulles publicitaires qui apparaissent un peu partout sur Internet et qui nous offrent en rabais l'item qu'on a cherché il y a quelques jours. Donc, le résultat que vous avez, la personnalisation de la publicité, est la conséquence d'un algorithme. Ces algorithmes, comme vous avez pu le constater à l'aide des quelques exemples que je viens de donner, sont des éléments qui font partie de notre quotidien depuis fort longtemps, mais à différents degrés. Alors, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi aujourd'hui devrait-on se préoccuper des algorithmes alors qu'ils existent depuis toujours? Eh bien, un des éléments qui s'est transformé dans notre société, c'est notre capacité technologique pour effectuer des opérations de plus en plus complexes et surtout notre capacité à traiter un nombre de plus en plus important d'informations, de données. La résultante est donc que les algorithmes nous entourent constamment. Ils font désormais partie de notre vie de tous les jours. Il importe donc de se questionner à leur égard. Représente-t-il une menace ou une opportunité? Faut-il être enthousiaste ou méfiant envers ces algorithmes? Représente-t-il un risque pour la société en général? Menace-t-il la protection de notre vie privée? Afin de nous aider à répondre à ces quelques questions, nous avons le privilège de compter sur la présence de deux conférencières de grand calibre. En plus de provenir de perspectives différentes, mais certainement complémentaires, sur la question de l'éthique et du numérique, nos deux conférencières proviennent de deux horizons culturels distincts. La première est chercheuse en Belgique et l'autre au Québec. Le seul fait que l'une habite la Belgique, située en Europe continentale, vous le savez bien, et l'autre au Québec, en Amérique du Nord, permettra peut-être de dégager des différences dans leurs regards respectifs sur la question. Je tiens à remercier, avant de céder la parole à nos conférencières, la délégation Wallonie-Bruxelles et son délégué, M. Benoît Rutten, d'avoir pris l'initiative de l'organisation de cet événement. Et évidemment, je souhaite aussi remercier le Musée de la Civilisation de nous accueillir pour l'occasion. Le concept de la soirée est simple. Chacune des conférencières disposera d'une vingtaine de minutes pour nous présenter son point de vue sur la question. Ensuite, nous aurons une période d'échange avec vous de façon assez libre. Pour conclure, j'inviterai M. Rutten à prononcer le mot de la fin. Vous pourrez ensuite poursuivre les échanges de façon plus informelle à la réception qui suivra.
Donc, je vais d'abord inviter Mme Lise Langlois à prendre la parole. Celle-ci est directrice de l'Institut d'éthique appliquée, connu sous le sigle IDEA, de l'Université Laval depuis mai 2016. Elle est professeure titulaire au département des relations industrielles et vice-doyenne à la recherche de la Faculté des sciences sociales dans la même institution. Ses intérêts de recherche portent entre autres sur l'éthique dans les organisations et de manière plus particulière sur le leadership éthique, les processus de décision, les dilemmes éthiques et la sensibilité éthique. Ces travaux de recherche ont notamment été financés par les grands organismes subventionnaires québécois et canadiens. Donc, Madame Langlois, je vous cède la parole pour une vingtaine de minutes. Merci à tous d'être là. Donc, merci à tous de votre présence. Merci, Monsieur le doyen. Je tiens à remercier M. Benoît Rutten pour avoir organisé cet événement. En même temps, Mme Charlotte Évrard qui s'est occupée de tous les détails logistiques et qui a répondu à nos nombreux courriels. Donc, merci Mme Évrard. Aussi, Mme Danielle Poiré, qui est chef de cabinet de la rectrice, qui a eu les premières conversations avec M. Rutten pour penser à cet événement-là. De même que M. François Gélineau qui a accepté d'animer cette rencontre aujourd'hui. Donc, ma posture, évidemment, est celle d'une éthicienne et non d'une spécialiste en programmation ou une spécialiste de l'intelligence artificielle et du numérique. Donc, pour moi, c'est vraiment important de vous le dire. Et le titre qu'on nous a suggéré, c'était « Faut-il résister aux algorithmes ?» Je dirais plutôt que, de ma perception, c'est plus « Pouvons-nous résister aux algorithmes aujourd'hui ?» Donc, on n'a pas le choix. Les algorithmes sont partout, nous entourent, mais c'est vrai qu'avec les développements en intelligence artificielle et du numérique, ça devient de plus en plus complexe et il y a des enjeux éthiques qui se posent. Donc, je vais tenter d'avancer une réflexion éthique sur la compréhension de quelques nœuds qui ressortent dans cet univers algorithmique, surtout suite aux avancées de l'intelligence artificielle. J'ai mis cette photo ici parce que souvent, quand on pense aux algorithmes avec l'intelligence artificielle, eh bien, on nous présente ces images-là, des images de robots, d'êtres humains augmentés, modifiés, etc. Un univers assez particulier. Et au centre, la vague, je l'interprète comme ça, du moins, une vague d'algorithmes qui envahit les êtres humains, puis qui voit ça venir, puis qui se dit, bon, où est-ce qu'on s'en va dans tous ces développements-là? Donc, je trouve que les images qui sont projetées autour, justement, des algorithmes et de l'intelligence artificielle ont un impact énorme sur notre façon d'appréhender, si on veut, cet univers-là. Je préfère plus, du moins, cet univers-là qui s'installe, du moins dans ce qui se passe au niveau de l'éthique, c'est qu'il y a beaucoup de réflexions éthiques autour de ces développements. Et je vais tenter, lors de ma conférence, de vous illustrer certains aspects. J'ai mis ici la déclaration de l'intelligence artificielle responsable, la déclaration mieux connue sur la Déclaration de Montréal, où beaucoup de chercheurs interdisciplinaires réfléchissent à ça et tentent de trouver des principes ou des chartes éthiques pour encadrer ces développements. Donc, je vais en parler un peu plus loin. Puis, si vous voulez, lors de la conversation, on pourra échanger là-dessus. Donc, quand j'ai vu le titre, je m'intéresse beaucoup aux mots et je me disais, il y a le mot « résister » qui nous était présenté. Et je suis retournée faire mes devoirs. J'ai dit, ouais, résister, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, étymologiquement parlant, le mot « résister » vient du latin « resistere », qui veut dire « se tenir en faisant face ». J'aimais beaucoup ça, de dégager ça. En tout cas, du moins avec l'éthique, ça me parlait beaucoup. D'où tenir tête et opposer la résistance à quelqu'un ou à quelque chose. Et ça veut aussi dire s'arrêter. Et c'est pourquoi je trouve que le lien avec l'éthique est quand même assez intéressant.
Donc, ce soir, votre présence signifie que vous prenez le temps de vous arrêter, du moins, et de mieux réfléchir à ce sujet d'importance, afin, j'ose l'espérer, mieux faire face à ce phénomène qui envahit nos vies. Donc, dans un premier temps, je vais aborder avec vous quelques exemples et réflexions qui, j'ose espérer, vous interpelleront en vous invitant à mieux réfléchir à cet univers algorithmique et, en deuxième lieu, d'opposer à cet univers une mise à distance critique afin de reprendre un pouvoir capacitant, c'est un mot qui circule beaucoup, ce pouvoir capacitant qui a été mis de l'avant par Amartya Sen et Martha Nussbaum qui en parlent, donc reprendre le pouvoir et le contrôle, afin d'éviter, si j'ose dire, une forme d'aliénation, de dérive possible d'une rationalité qui se veut, somme toute, limitée, pour reprendre l'expression de March et Simons dans les années 50 qui contestaient justement cette rationalité-là. Et j'aborderai quelques concepts clés tels que la réflexion éthique, la notion d'éthique même, qu'est-ce que j'entends, et d'amnésie et d'aveuglement éthique, qui m'apparaissent des concepts très appropriés pour le type de conférence. Et au final, j'aimerais au cours de cet entretien, vous démontrer que les mots algorithme et éthique vont très bien ensemble, comme dit la chanson, et que cette association n'est pas farfelue, mais nécessaire. Et l'éthique doit être, à mon avis, à l'avant-plan, car elle représente un levier très intéressant pour questionner en profondeur la technologie et les finalités poursuivies. Donc, on est dans ce qu'on appelle la 4e révolution industrielle, celle souvent qualifiée de cybersystème. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on participe, nous, à la création de ce nouvel espace public mondial qui permet de faire beaucoup de choses et de partager les savoirs comme jamais auparavant. Les algorithmes sont partout et ne sont pas neutres. Ils ont été programmés par des individus qui en définissent les objectifs, les programmes et les paramètres à respecter. Selon la mathématicienne américaine Cathy O'Neil, les algorithmes sont des opinions cachées dans des mathématiques. Je ne crois pas qu'ils puissent être neutres, dit-elle. Toutefois, ils peuvent être justes s'ils tiennent compte des dommages potentiels envers les individus concernés et s'ils tentent de les éviter. Ça concerne autant ceux qui développent l'algorithme que ceux qui en subiront les conséquences. Donc, faire appel aux algorithmes, oui, tout en permettant d'ouvrir aux questions éthiques et à la possibilité d'approfondir certaines notions telles que la responsabilité, car cette responsabilité fait appel à un questionnement nouveau. Qui est responsable? L'algorithme, le programmeur, un groupe d'individus, les gouvernements, etc. Donc, on voit qu'il y a un étendue qui se positionne à l'égard de ces nouvelles questions. Tout récemment, en avril 2018, le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations, le CIRANO, a mené une enquête intitulée « Le baromètre 2018 sur l'intelligence artificielle » auprès d'1 millier de personnes représentatives de la population québécoise. Cette enquête précise que seulement 10% des Québécois ne savent pas du tout ce qu'est une intelligence artificielle, 44% pensent savoir ce que c'est et 33% confirment qu'ils savent de quoi il s'agit. Et 35% des Québécois se disent toutefois inquiets face au développement de l'intelligence artificielle, des robots et des objets connectés. Donc, dans les années 90, comme vous vous en doutez, il y a eu la révolution Internet. On a été pris dans cet univers-là. On dit que dans les années 2010 et plus, c'est celle des objets connectés. Selon l'Institut de l'audiovisuel et des télécommunications en Europe
et le cabinet Gartner, on dit qu'en 2020, il y aura 200 milliards d'objets connectés dans le monde et les individus mèneront les 2/3 de leurs activités en ligne à travers leurs appareils mobiles. On voit bien que nous entrons dans cette ère des données massives et du big data. Tout à l'heure, M. Gélineau a donné une définition d'algorithme. Donc, pour moi aussi, c'était important de vous définir ce qu'est un algorithme et comment cet algorithme est utilisé maintenant, plus spécifiquement en intelligence artificielle. Pour définir ce que c'est qu'un algorithme, je vais m'appuyer sur la définition de Dominique Cardon, qui est un sociologue français, et qui mentionne qu'un algorithme est un dispositif de calcul, comme on l'a entendu précédemment, et ceux qui le fabriquent enferment dans le dispositif une représentation d'un ordre désirable du monde. Pour ce sociologue, c'est ce dispositif qu'il faut questionner, car il risque d'enfermer une vision du monde stéréotypée, discriminatoire. En codant l'algorithme, puis en le nourrissant de données fournies par les utilisateurs, c'est-à-dire nous, par le biais, par exemple, de nos déplacements, nos photos, nos émotions, nos envies, données nécessaires à l'apprentissage initial de l'algorithme, le programmeur peut y accrocher ses préjugés, conscients ou pas, ses représentations subjectives du monde et, du coup, sa sensibilité éthique, qu'elle soit développée ou pas. La sensibilité éthique, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment la porte d'entrée à une réflexion éthique. Je peux très bien promouvoir la réflexion éthique. Si je n'ai pas la sensibilité éthique développée, je n'arriverai pas à discerner certains aspects. Donc, la sensibilité éthique telle que je la définis, c'est vraiment une capacité à percevoir les dimensions éthiques d'une situation complexe. Et si elle n'est pas développée, la personne sera en incapacité de percevoir de tels enjeux et même des situations comportant des risques éthiques et d'en évaluer les conséquences. Et la plupart des chercheurs du domaine des théories morales disent que la sensibilité éthique, c'est la première composante de tout ce qui s'ensuit par la suite, par exemple dans un processus décisionnel. Dans le livre de Cynthia Savard-Saucier, un livre qui s'appelle, je ne sais pas si vous le connaissez, Tragic Design, elle donne l'exemple d'un ordinateur HP qui était livré avec un logiciel qui permettait à la caméra intégrée de suivre les mouvements de son utilisateur et de recadrer l'image pour qu'il reste au centre. Un employé d'une boutique d'électronique avait constaté que cette fonctionnalité ne s'activait jamais avec les personnes de race noire. Il faut aussi savoir que ce ne sont pas nécessairement les ingénieurs qui ont les biais, mais les données auxquelles sont exposés les algorithmes qui peuvent avoir des biais à la base, qui se transmettent dans les systèmes informatiques. Car rappelez-vous, les algorithmes se nourrissent de données qu'on lui donne et apprend. Et ça en prend une quantité énorme pour permettre au système d'apprendre. Imaginez cette quantité de données appelées données massives qui permettent l'utilisation de processus d'intelligence artificielle. C'est une grande puissance, certains appellent ça la ruée vers l'or ou the new oil, on entend beaucoup ça dans la littérature, qui permet de faire des classificateurs et des prédicteurs grâce à l'apprentissage machine. C'est aussi, l'image qui me vient, c'est aussi une boîte noire. Ça aussi, on l'entend souvent. C'est opaque, une boîte noire. Ça cache un système et ça enferme un monde de représentation en soi qui se construit et déconstruit au fur et à mesure de son évolution et de sa progression. Trouver les critères sur lesquels le programmeur s'est appuyé pour construire son dispositif et questionner soulève des défis et des enjeux éthiques.
Une fois que le système est construit et se nourrit par l'accumulation de données massives, eh bien, il devient de plus en plus difficile d'en comprendre les tenants et les aboutissants, d'où la nécessité d'intervenir en amont et d'appliquer également une vigilance par rapport aux choix qui sont faits, car ils risquent de modifier des dynamiques, de créer de nouvelles barrières, d'augmenter des inégalités, de faire du profilage. Pensons aux assistants numériques. Ils ont besoin d'accéder à un maximum de données sur vos vies pour fonctionner correctement. Pour que l'algorithme fonctionne adéquatement et vous proposer des produits ou services selon vos goûts, vos envies, vos besoins, elle a besoin de les connaître, de stocker les informations, de les décortiquer afin que son moteur de recommandation vous propose des choix. Ces pratiques peuvent aussi conduire à manipuler vos émotions et ces pratiques agissent sur vos pensées. Vous devenez de moins en moins maître d'œuvre, tout est pré-mâché, il ne vous reste plus qu'à avaler votre petit programme, car ça transforme, si on veut, à la longue, les rationalités. Il y a beaucoup de recherches qui se font au niveau de la cognition et il y a certains aspects au niveau de la rationalité qui apparaissent en termes de pensée critique. Quand je disais ça peut conduire à manipuler vos émotions, eh bien, le danger ici concerne l'usage de vos données personnelles à des fins marketing. Vos informations sont exploitables et aussi monnayables. Elles vous échappent au profit des entreprises. Je me rappelle, quand mes enfants ont commencé à s'installer sur Facebook, je leur disais souvent, n'oubliez pas, c'est une entreprise privée. Elle détient vos données. Et pour eux, ça restait encore toujours très abstrait. Mais là, je pense que ça commence. Donc ici, pensons au micro-ciblage de dizaines de millions d'électeurs américains par la firme britannique, vous avez sûrement entendu parler, Cambridge Analytica, pendant la campagne présidentielle de 2016. Cette situation a permis de cibler des électeurs les plus influençables en se basant sur leur profil psychologique tiré de leur page Facebook. Donc, ce qui m'effraie, moi, ici, c'est que l'individu est devenu un produit. Vous êtes un produit gratuit pour les compagnies ou certains groupes, ce qui n'est pas sans entraîner une sorte de marchandisation de l'être humain qui se bâtit grâce à ses états d'âme, à ses vulnérabilités. Certains disent que ce n'est pas grave, car ils n'ont rien à cacher. J'entends souvent cette réflexion-là, mais ils ne se doutent pas de l'effet que ça peut avoir sur certaines autres capacités, comme le jugement. La personne n'est pas à l'abri de la manipulation possible lorsqu'il y a surtout des intentions malveillantes. Il y a des risques éthiques dans l'usage qui peut être fait des avancées technologiques qui entraînent une sorte de pente glissante et cette pente peut nous empêcher de saisir les conséquences possibles pour l'individu, son devenir et ce qu'il peut advenir. Ici, je pense à l'algorithme d'évaluation des enseignants mis en place dans la ville de Washington, aux États-Unis, en 2007, qui a été raconté dans la revue Québec Science. L'objectif était de se débarrasser des enseignants incompétents pour améliorer le système scolaire. Un calcul complexe essayait de déterminer la part de l'enseignant dans les résultats des élèves. Ces résultats ont conduit au congédiement aléatoire d'enseignants, particulièrement dans les quartiers défavorisés. Dans l'algorithme des enseignants, si on avait tenu compte de leur engagement et leur implication envers les élèves, je pense aussi, entre autres, aux liens qu'ils bâtissent, la confiance qu'ils tentent d'instaurer, probablement les résultats auraient été beaucoup plus précis ou auraient été différents. On voit bien ici une de ces limites. Les algorithmes ont besoin d'une rétroaction pour apprendre de leurs erreurs. Sinon, ils tombent dans une boucle de mauvaises décisions. Ils peuvent être bénéfiques et justes s'ils tiennent compte des risques potentiels, mais on n'est pas à l'abri de tout ça.
À la longue, si on ne questionne pas, cela peut conduire à une forme d'aveuglement moral ou d'aveuglement éthique. Et l'aveuglement éthique est un concept très important dans les théories de développement moral, car il empêche de reconnaître les enjeux et entraîne à la longue une sorte de cécité, d'incapacité à distinguer les risques. Le bien et le mal se trouvent à être relativisés dans le but d'éviter de discuter sur ce qui est juste et ce qui est acceptable de faire. L'aveuglement moral est aussi une absence d'attention à l'expérience, à la dimension éthique et du coup à la compassion. Ce manque de perception fait en sorte de passer à côté de l'aventure humaine et peut nous faire perdre la capacité d'expression morale. C'est ce que j'appelle l'amnésie morale qui entraîne une sorte de suspension du jugement critique et du jugement professionnel. D'où l'importance, à mon avis, de sensibiliser aux enjeux, au dialogue, à la réflexion éthique, afin d'éviter, comme je le mentionnais tout à l'heure, l'amnésie morale qui peut survenir, car la plupart d'entre nous sommes concentrés sur les bénéfices que ça nous rapporte, le gain de temps et la facilité avec laquelle tout devient accessible. Et cette facilité peut agir comme une sorte d'écran, une sorte d'érosion douce sur l'exercice du jugement et sur notre capacité à questionner, à produire de la critique, où il est difficile de regagner et reprendre un certain contrôle. C'est ainsi que j'en arrive à l'éthique. Je vous ai parlé de certains concepts et l'éthique, comment je le définis. Eh bien, l'éthique, pour moi, ce n'est pas une attitude. Il y en a souvent qui confondent l'éthique en voyant une attitude, un état. Mais c'est plutôt une aptitude. C'est une capacité que je classe dans la réflexivité, qui donne un certain pouvoir d'agir, un pouvoir d'agir autonome, une autorégulation. C'est aussi une réflexion critique qui vise à distinguer ce qui est acceptable juste de faire, et ça prend de l'autonomie, ça prend un espace autonome. Et être autonome au plan éthique, c'est être capable de déterminer par soi-même, et non d'avoir des choix prémâchés, comme je le disais précédemment, sur la base de la mise en œuvre de ses capacités réflexives, laquelle ou lesquelles des règles, des normes, des attentes, des valeurs, des obligations aura préséance dans la situation. Selon un cadrage éthique, cela prend de l'autonomie, une mise à distance critique, de l'incertitude et du doute, une volonté et une action. Dans le monde de l'algorithme, l'incertitude est très mal vue. On veut régler et diminuer l'incertitude. Mais parfois, on fait des belles découvertes, justement, quand on instaure l'incertitude. C'est par le biais de la réflexion critique qu'il incombe d'évaluer les buts visés par l'action, d'examiner d'autres options possibles, de considérer le contexte où l'action va s'enchasser, d'envisager les situations où elle sera mise en échec, les effets néfastes qu'elle entraînerait et les situations irréversibles qu'elle pourrait créer. Et cette réflexion oblige également un travail de légitimation qui m'apparaît important, puisqu'il faut expliciter les raisons qui justifient l'action. Ainsi, selon l'éthique, je m'appuie ici sur Alain Badiou, ce n'est pas une catégorie générale saupoudrée uniformément sur l'ensemble des pratiques, mais plutôt une éthique qui se nourrit d'un rapport fort au réel, aux faits, aux réalités concrètes et différenciées. Les développements de l'intelligence artificielle et en données massives offrent un champ, à mon avis, de possibilités et de mise à l'épreuve de la réflexion éthique. Par exemple, on a un système opaque, comme on le mentionnait tout à l'heure. J'aime beaucoup l'image de l'iceberg parce que je trouve que ça reflète bien l'algorithme. Et cette opacité rend l'individu transparent, du moins dans ses traces numériques. Tous les endroits que vous allez aller, ça va vous suivre, ça va même être votre nouvelle identité numérique. Et au plan éthique, on peut questionner cette notion de transparence et découvrir une sorte d'asymétrie qui s'opère au regard des informations disponibles.
Il est possible de constater que le volume et la quantité de données rend les choses moins transparentes. Certes, les individus ont plus d'informations, mais sont moins autonomes. Et la valeur de transparence, une valeur qui est recherchée dans cet exemple, se trouve à être menacée. Rappelez-vous, le système est opaque, mais les traces des personnes, elles, deviennent transparentes. Et ce ne sont pas les personnes que nous voulons transparentes, mais les systèmes, tout en obtenant une symétrie d'accès à l'information afin de rééquilibrer les pouvoirs. Être autonome au plan éthique et être en mesure de regagner un certain pouvoir d'agir sur l'utilisation des données, tel est le but, du moins qui est proposé en faisant la promotion d'une réflexion éthique. Donc, de nouvelles questions apparaissent et touchent le consentement, la vie privée, la protection des données personnelles, nos libertés. Et ces questions ne doivent pas être réservées à une élite ou à un petit groupe d'initiés, mais étendues à toute la société. Il ne faut pas seulement rendre public, mais rendre accessible, justifiable, contestable. Les recommandations auxquelles peut aboutir la réflexion éthique ne s'édictent pas. Elles ne se présentent pas seulement comme des règles à suivre. Lorsqu'elles sont rendues publiques, elles deviennent accessibles, donc discutables. C'est comme l'affirme Canto Sperber, elle inspire des réglementations qui sont quant à elles définies de façon stable pour un temps, et la délibération éthique qui se trouve en amont n'est pas achevée. C'est une possibilité de réflexion et de questionnement sur la légitimité de ce qui est construit en termes de règles, normes, sur le bien qui est visé, sur la manière dont les pratiques du numérique et de l'intelligence artificielle s'inscrivent dans la communauté sociale. Le maintien d'une préoccupation éthique dans ce débat est marqué par le désir de se doter de principes fondamentaux avec l'exigence d'explication et d'acceptabilité. Il faut chercher à comprendre la nature de la difficulté et des défis que pose cette ère algorithmique afin de nous rapprocher de la complexité morale qui est la nôtre présentement dans cet univers algorithmique. Et c'est pour cette raison que nous avons vu le dépôt depuis quelque temps de plusieurs rapports, j'en ai mis quelques-uns ici, qui ont fait de l'éthique une nécessité incontournable. Ici, je pense à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, comment permettre à l'homme de garder la main, la Chambre des lords aux États-Unis, le rapport Villani en France qui a été déposé en mars. Ces éléments communs font ressortir l'importance d'avoir des principes en matière d'encadrement du numérique et de l'intelligence artificielle et mettent en évidence que les développements doivent être bénéfiques sur le plan social et ne doivent pas nuire aux droits de la personne. Ces rapports font aussi ressortir l'importance d'engager une réflexion sur les mutations critiques qui s'opèrent en réponse au numérique et de l'intelligence artificielle, et aussi de former à l'éthique tous les acteurs maillons de la chaîne algorithmique, les concepteurs, les professionnels, les citoyens. En somme, favoriser une alphabétisation numérique afin de permettre à chaque humain de comprendre les ressorts de la machine et éviter le déclin de la réflexivité intersubjective. En terminant, mon but, c'était de vous montrer que le mot algorithme et éthique allaient bien ensemble. Pour moi, c'est comme un tango. Hein? Ça peut être beau, un tango, puis il peut y avoir aussi des moments denses, comme on dit. Donc, pour moi, c'est vraiment des mots qui sont nécessaires et que cette association-là n'est pas farfelue. En faisant la promotion de la réflexion éthique, on met à l'avant-scène l'autonomie, en réaffirmant l'importance de mettre les individus en capacité devant la puissance de ces technologies, et cela exige que nous ayons un accès et un contrôle ouvert sur les données, car comme l'affirme Roger Taylor dans son livre « Transparency and the Open Society », le monopole du contrôle des données est incompatible avec la justice sociale. Il faut ouvrir la question de la transparence, sinon nous risquons soit de nous leurrer quant à l'impact de nos institutions sociales, soit de donner un contrôle monopolistique à ceux qui exploitent les données. Nous proposons donc de maintenir dans la boucle des principes de réflexivité, de prudence et de vigilance à l'égard des développements de l'intelligence artificielle et du numérique dans l'intérêt public, afin de rendre les choses justes et équitables et éviter le profilage algorithmique et la catégorisation dans lequel
ça peut survenir. Donc, les développements dans ce domaine ne sont pas en soi dangereux ou destructeurs. Tout dépend de l'usage qu'on veut en faire et qu'on laisse faire. Il est nécessaire de se questionner, de délibérer, d'exiger des audits indépendants sur cette gouvernance algorithmique afin d'éviter que cette avancée technologique sans précédent ne se transforme en cauchemar. Je vais terminer avec une réflexion d'Edgar Morin dans son livre Éthique, la méthode 6, où il pose la question suivante. Comment sortir de notre barbarie civilisée? La bonne société ne peut être qu'une société complexe qui embraserait la diversité, n'éliminerait pas les antagonismes et les difficultés de vivre, mais qui comporterait plus de reliance, plus de compréhension, plus de conscience, plus de solidarité, plus de responsabilité. Alors, il faut savoir si c'est possible. Je pense que la balle est dans notre camp et c'est une responsabilité de nous tous. Alors, merci de votre attention. Merci beaucoup, Lise. Fort intéressant. Je retiens que les algorithmes présentent certains défis, hein, pour le moins dire, et que l'éthique apporte certaines solutions. Et j'aurai des questions, et j'espère que nos participants en auront aussi, surtout sur la façon d'inciter au bon comportement. Comment on induit le changement et les bons comportements éthiques dans un monde aussi chaotique et aussi peu structuré. Mais avant de passer à la conversation, aux échanges, je vais inviter notre deuxième conférencière, Antoinette Rouvroy, qui est chercheuse qualifiée du Fonds national de recherche scientifique et plus précisément au Centre de recherche en information, droit et société de l'Université de Namur. Ses domaines d'expertise sont notamment la gouvernementalité algorithmique, qu'on parle du big data, du data mining ou du profilage, mais aussi le droit et l'éthique des biotechnologies ainsi que les questions interdisciplinaires relatives à la vie privée et à la non-discrimination. Ces travaux ont notamment bénéficié du soutien financier de l'UNESCO, de la Commission européenne et de la Fondation Schindler. Antoinette, je vous cède la parole. Alors, bonsoir à tous. C'est un privilège extrêmement intimidant pour moi d'être ici devant vous et je tiens évidemment à remercier la délégation Wallonie-Québec, Wallonie-Bruxelles, ici, sans qui je ne serais pas là. Je ne dis pas que rien ne serait arrivé, mais ça serait arrivé ailleurs. Donc, je suis vraiment ravie de toutes ces opportunités d'échange qui m'ont été offertes grâce effectivement à l'initiative prise par Monsieur Rutten, voilà, et la manne céleste de la délégation Wallonie-Bruxelles qui m'est tombée sur la tête et qui m'oblige un peu à venir rendre compte aussi de mes travaux. Donc, merci, et en même temps, c'est du travail. Hein. Donc, merci infiniment. Merci aussi à Lise Langlois, à l'Université de Laval, qui ont fait en sorte de vraiment, qui m'ont accueillie ici comme une reine et qui m'ont offert des occasions de discussion toute la journée. Voilà, enfin, je suis absolument ravie. Et pour moi, il y aura vraiment un avant et un après la ville de Québec, ça c'est certain. Donc ça va faire évoluer mes travaux. Et donc, ce dont je vais essayer de rendre compte ici, de façon certainement un peu maladroite, c'est évidemment des réflexions qui sont en cours. Il n'y a rien de finalisé, mais c'est une sorte de ligne de recherche que je poursuis avec un peu d'obsession quand même depuis une bonne dizaine d'années maintenant autour de ce concept de la gouvernementalité algorithmique. C'est un concept assez barbare qui atteste d'une chose, c'est que tout d'abord... C'est d'une série de glissements, en fait, dans les manières qu'on a de se gouverner dans un monde de données massives. Alors, vais-je dire, à titre un peu d'hypothèse, que dans l'hypothèse d'une gouvernementalité algorithmique, c'est à partir de signaux numériques transpirant de nos relations, de nos interactions, de nos actions, de nos comportements,
donc pas des traces nécessairement volontairement inscrites, mais qui transpirent de nos comportements, c'est-à-dire des sortes de phéromones numériques. C'est donc à partir de nos phéromones numériques, plutôt qu'en fonction de normes émanant de processus délibératifs antérieurs, les lois, les normes sociales éventuellement, etc., que nous serions gouvernés. Alors quand je dis gouverner, il s'agit en fait d'une forme de gouvernement assez particulière qui consiste en établissement de scores, par exemple des scores de risque, de non-repaiement, de non-remboursement de crédit, des scores de probabilité que vous soyez enclin à acheter certains biens si vous êtes exposé à certaines publicités. Vous voyez, ce genre de choses. Donc, c'est des sortes cette forme de gouvernement passe par du scoring, du profilage aussi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un profil? Un profil, ce n'est personne, en fait. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. Un profil, c'est juste une sorte de présomption. Hein, disons une sorte de présomption. On présume, étant donné certains éléments de votre forme de vie, et qui sont anonymisés et que vous avez en commun avec bien d'autres personnes que vous ne connaissez pas. Donc certains éléments très discrets de votre forme de vie, le fait que, par exemple, vous marchiez toujours sur le trottoir de droite quand vous allez conduire vos enfants, ou que vous alliez dans tel supermarché plutôt que dans tel autre, que vous ayez tel type d'amis dans vos réseaux sociaux, etc., que vous regardiez tel type de série sur Netflix, par exemple, on va en inférer une sorte de présomption, qui est une sorte de croyance, une croyance non justifiée. Un profil, ce n'est pas un fait. Un profil, ce n'est pas une donnée à votre propos. C'est juste une inférence de risque, c'est-à-dire c'est une sorte d'espace spéculatif, pour parler un peu dans les termes du trading à haute fréquence, si vous voulez, une sorte d'espace spéculatif qui va pouvoir être investi par toutes sortes d'acteurs. Ça peut être des bureaucraties publiques, ça peut être des entreprises privées, ça peuvent être des employeurs, des marketeurs, des assureurs, etc., qui vont pouvoir, grâce au profilage, intervenir, optimiser leur action, optimiser leurs investissements, décider de comment déployer, par exemple dans le cadre de la police prédictive, comment mieux déployer les forces de l'ordre pour les placer à un endroit stratégique où il risque de se passer quelque chose, etc. Donc, en fait, ce sont des outils d'anticipation. Il faut bien se dire que c'est surtout une nouvelle manière de gérer, une nouvelle stratégie de gestion de l'incertitude. C'est pour ça que je voudrais faire un glissement, moi, entre les préoccupations les plus fréquentes, qui sont de l'ordre de la protection des données personnelles, les protections de la vie privée, ces sortes d'obsessions systématiques des juristes qui veulent toujours ériger une sorte de citadelle autour de l'individu. Et je ne dis pas que ce n'est pas important, hein, la protection de la vie privée, la protection des données reste extrêmement important, mais il se produisent toute une série de nouveaux enjeux, d'autres enjeux, d'enjeux radicalement inédits et qui sont de nature très structurelle, très collective, très politique. Et ces enjeux-là ne sont actuellement pas rencontrés par le droit, en tout cas, hein, et sont très peu visibles et très peu perceptibles. C'est là-dessus que je voudrais insister. Et donc c'est plutôt qu'en fonction de normes émanant de processus délibératifs explicites antérieurs, eh bien, on va avoir finalement toute une série donc de scoring, d'appariement, de hiérarchisation. Hiérarchisation d'ailleurs des individus, des objets, des situations, et qui sont fabriquées finalement ces hiérarchisations sur base des données, simplement des données qui émanent en temps réel de nos comportements, de nos actions, de nos interactions, de nos relations avec notre environnement. Et donc c'est à travers ça, aujourd'hui, beaucoup plus qu'à travers le fait de voir si les personnes obéissent à certaines normes bien identifiées, c'est à travers ça, ces profilages, etc., que vont s'évaluer les mérites, les besoins, les opportunités, la dangerosité que recèlent les formes de vie. Donc c'est vraiment une nouvelle manière de gouverner, ce sont de nouvelles pratiques divisives, c'est une nouvelle manière de produire de la catégorisation sociale et une manière qui paraît très immanente au social lui-même. Donc c'est vraiment le rêve d'une sorte de société qui se gouvernerait elle-même au départ des données. Donc il ne s'agit pas d'avoir des hypothèses, des catégories même statistiques bien déterminées au départ dans lesquelles on va classer les personnes et en fonction de ce classement
vraiment top-down, hein, on va les récompenser, les sanctionner, leur donner des avantages, des inconvénients, etc. Non, il s'agit plutôt de faire émerger des données disponibles, et les données disponibles, elles le sont maintenant en quantité massive. Hein. Jamais les masses statistiques n'ont été aussi plastiques en extension. Hein, au point même que la notion de moyenne disparaisse, puisqu'on ne peut pas faire une moyenne d'une masse qui grossit, qui grossit, qui grossit. Donc, on va faire émerger des modélisations de comportement. Hein, donc, c'est vraiment tout ce passage, finalement, de la délibération, de la recherche des causes, etc., vers une logique purement statistique, purement inductive. Donc, c'est un glissement c'est véritablement un glissement dans la rationalité occidentale. Je dirais, en quelque sorte, que nous sommes en train de passer d'une société du signe signifiant et du texte. Pensez au droit, par exemple. Le droit est une longue et lente sédimentation de textes, une longue sédimentation langagière. Toutes les prémices épistémiques du droit présupposent justement que nous n'avons accès au réel, nous n'avons accès au monde qu'à travers ce langage-là. Et on passe de cette société du signe et du texte vers une société du signal numérique insignifiant, parce que juste une donnée qui émane, par exemple, de mon comportement. Je suis venu de mon hôtel jusqu'ici, ça c'est un comportement. Une donnée comme ça, elle n'a aucune valeur, elle est insignifiante en tant que telle. Elle n'attrape, si vous voulez, de signification, d'utilité, de valeur, et éventuellement même de valeur économique, qu'une fois reliée à d'autres données mises en corrélation avec d'autres données qui émanent de comportements d'autres personnes, par exemple, que je ne connais pas. Donc, il y a vraiment cette conception aussi qui est très bouleversante pour des juristes, que dans le monde des big data, des données massives, il n'existe pas de données personnelles. Il n'existe que des données relationnelles. Je caricature un petit peu le propos, hein, mais ce qui donne une utilité à chaque donnée, c'est sa mise en relation avec d'autres. Donc on est vraiment dans quelque chose qui incite à penser les choses de manière collective, qui inciterait à penser les choses de manière collective. Alors, je voudrais en passer un tout petit peu par quelque chose qui relève peut-être d'une forme de ce qu'on appelle une problématisation. C'est-à-dire, pourquoi aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a cet engouement massif pour cette forme de rationalité algorithmique, pour le fait de se défaire finalement des normes antécédentes et préférer que les normes émanent du réel lui-même et de nos propres comportements. Pourquoi a-t-on à l'heure actuelle comme ça une sorte de refus de toute hétéronomie? On voudrait que le réel se gouverne de lui-même, dans cette sorte d'immanence-là. Alors, il me semble qu'on est entré dans une période où une culture qui se voudrait post-idéologique, post-dogmatique. Alors, quand je dis dogmatique, c'est un gros mot, ça, dogmatique, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand on dit quelque chose est dogmatique, toute assumption, hein, ou tout jugement, implicite ou explicite, suivant lequel tout ce qui se peut rencontrer peut être reconnu. Alors, il y a une dogmatique juridique. Quand on fait la qualification juridique, par exemple, d'une infraction, il y a une qualification juridique pour une infraction. On a la notion de l'infraction qui est bien dans les codes, dans le droit civil, en tout cas bien écrite dans un code. Et puis, on rencontre il y a quelqu'un a commis exactement ce qui est décrit dans le code. Et donc, on peut le reconnaître dans une qualification préexistante. C'est dogmatique. Et en fait, ça consiste, si vous voulez, à assigner a priori une forme représentationnelle, parce que c'est de la représentation, le droit à une qualification de quelque chose, c'est qu'on représente cette chose dans des termes qui peuvent être métabolisables par un système comme le système juridique. Donc c'est assigner a priori une forme représentationnelle au dehors, précisément, et donc en présumant, si vous voulez, que la chose qu'on rencontre, qu'on n'a pas pu anticiper, hein, je n'avais pas pu penser que j'allais rencontrer un voleur dans la rue, etc. Je n'ai pas pu anticiper, mais cette chose rencontrée n'est en fait jamais qu'une occurrence d'un concept préexistant, le voleur, par exemple. Vous voyez? Et ici, ce que permet la rationalité algorithmique, c'est de renverser cette situation en faisant émerger les catégories du traitement des données elles-mêmes
plutôt que d'avoir d'abord des qualifications qu'on applique ensuite, dans lesquelles on essaye de faire rentrer le monde, eh bien, on se défait de toute cette couche dogmatique qui paraît aujourd'hui insoutenable pour toute une série de raisons. On ne veut plus de cette dogmaticité. D'ailleurs, l'idéologie technique des big data, elle se fonde, enfin, ou elle peut être déclinée en plusieurs aspects. L'un de ces aspects, c'est la prétention à l'exhaustivité. On ne va pas sélectionner les données, on va prendre par défaut toutes les données disponibles. Bon, je caricature un peu parce qu'il faut quand même les nettoyer un peu, ces données, pour qu'elles soient utilisables. Mais on prend toutes les données disponibles. C'est très différent de la statistique traditionnelle où on faisait des catégories et finalement, ces catégories domestiquaient la récolte des données. Ici, on prend tout et puis on fait tourner des algorithmes dessus. Les algorithmes dont la définition vous a été donnée précédemment, et on voit surgir, un peu comme par magie, si vous voulez, on va remplacer magie par automatisme. L'automaticité, c'est le nouveau naturel, donc ça va surgir naturellement, sans qu'on ait impliqué aucun jugement politique, dogmatique, etc. On va voir surgir des catégories qui vont produire des effets de gouvernement. Des effets de gouvernement, ça va quand même structurer nos champs d'action possibles. Vous voyez, parce qu'un profil, par exemple, quand je suis profilée comme éventuellement mauvais risque, à risque de non-remboursement de crédit, eh bien, ça va quand même structurer mon champ d'action possible. Ou quand je suis matchée avec quelqu'un d'autre sur un site de rencontre, eh bien, ça élimine quand même du champ de mes possibilités toutes les personnes qui n'ont pas le même profil que moi. Donc, vous voyez, ça réduit quand même le possible. Ça réduit le possible au probable. Donc, c'est une suppression ou une neutralisation de l'excès du possible sur le probable. Et donc, ça c'est quand même une manière de gouverner qui change de cible, si vous voulez. Ça ne s'adresse plus aux individus. La cible de cette gouvernementalité, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, c'est précisément cette couche d'incertitude radicale qui résiste à tout calcul de probabilité. Et que précédemment, on gérait tant bien que mal avec des systèmes d'assurance, par exemple. Ici, on pourra éventuellement même se passer de l'assurance. Donc, en fait, l'une des raisons, il y en a beaucoup d'autres certainement, de l'engouement pour cette rationalité algorithmique qui est en train finalement de contaminer la quasi-totalité des secteurs d'activité et de gouvernement. Aujourd'hui, il faut bien se rendre compte qu'il y a un engouement massif, même le secteur de la justice. Alors, on va en passer par des algorithmes, que ce soit pour juger son prochain ou même pour le tuer dans le contexte de la robotisation de la guerre. Il n'y aura pratiquement plus aucun... On peine à trouver des raisons pour lesquelles on ne donnerait pas les clés de la décision, finalement, où on ne transférerait pas la charge très traumatique de décider à des algorithmes. Donc, il s'agit de comprendre pourquoi. Alors, pourquoi ? Bon, ben voilà, on ne veut plus de cette dogmaticité. Il y a cette sorte de rêve d'immanence qui est très, très fort lié à une crise radicale de la représentation aussi. On ne veut plus de la représentation. En fait, les big data, c'est l'utopie d'un accès immédiat, sans médiation, au réel lui-même. C'est une passion pour le réel. On voudrait que les choses parlent d'elles-mêmes à travers des signaux numériques. Parce que les signaux numériques, c'est quoi ? C'est le langage des choses. Ils parlent pour nous, tout en nous dispensant de dire ce que nous voudrions. Ça parle pour nous, y compris par avance. Ça fait en sorte que nos désirs, à la limite, sont détectés avant même que nous les ayons fabriqués. Voyez ? Donc, c'est cette idée que le monde lui-même parlerait. Et ça, c'est l'idée d'une objectivité radicale, évidemment. Donc, l'émancipation par rapport au joug de la représentation. On ne serait plus lié par la représentation. C'est l'idée aussi d'une vision totale. Parce que les algorithmes, eux, et c'est une de leurs grandes qualités, c'est un des intérêts des big data, ils ont une vision toute différente de la nôtre. Ils sont capables de détecter les régularités qui ne sont observables que sur les très grands nombres. Aucun être humain n'est capable de faire ça. Parce que nous avons un corps, parce que du coup nous sommes situés dans l'espace, notre champ de vision est limité. Notre champ de vision est limité. Et d'ailleurs, Georges Didier Obermann, elle expliquait finalement, il dit, savoir, pour un être humain, savoir, c'est savoir d'abord ce qu'on laisse de côté.
C'est savoir d'abord se situer dans l'espace. On se situe dans l'espace et on sait qu'on laisse beaucoup de choses hors du champ. Ou Giorgio Agamben disait aussi, finalement, la vertu du savoir, c'est se tenir dans une relation juste relativement à notre propre ignorance. Mais cette ignorance, ce caractère situé du point de vue, c'est précisément ce dont les big data prétendent nous dispenser, avec une sorte de vision exhaustive et totale, avec une sorte de vision aussi non intéressée, a priori désintéressée, puisqu'il n'y a pas de projet, puisqu'il n'y a pas de dogmatique, etc. Donc voilà, par rapport à ça, c'est vrai qu'on pourrait très bien contraster, pour donner une vision, bon c'est un petit peu caricatural forcément parce que j'ai peu de temps ici, mais il faudrait contraster la vision algorithmique au point de vue humain. C'est quoi la différence entre ce que voit un algorithme et le point de vue de l'humain ? Et c'est là aussi que se situe toute la richesse et la beauté des processus algorithmiques. Moi, je ne suis pas du tout opposée aux algorithmes. Je trouve que ça permet des choses magnifiques, à condition qu'on soit conscient des biais qui sont embarqués dedans et à condition qu'on puisse les utiliser à bon escient. C'est-à-dire, non pas pour optimiser des états de fait tout à fait insoutenables, mais pour nous rendre curieux, pour nous rendre attentifs à des singularités du monde qui nous échapperaient si nous n'avions pas ces outils-là pour nous y rendre attentifs. Donc, alors, que voient les algorithmes ? Eh bien, les algorithmes, ils ne voient strictement rien. Ça n'en passe pas par l'épistème visuel. Mais ce qu'ils font, ils défont nos images. Ils défont toutes les images, toutes les formes à travers lesquelles nous sommes prédisposés à percevoir et à évaluer le monde. Les algorithmes, par exemple, nous permettent de ne plus en passer par aucune catégorie de genre, origine ethnique, conviction politique, croyance religieuse, toutes ces catégories-là, ou bien milieu socio-professionnel, statut socio-professionnel, etc. Toutes ces catégories toujours un petit peu trop englobantes, dans lesquelles finalement, aujourd'hui, plus personne ne veut faire partie d'une catégorie. Nous voulons tous être uniques, absolument uniques et reconnus dans nos singularités. Nous avons une haine radicale de la moyenne. Nous détestons la moyenne et nous voulons être reconnus comme uniques. C'est précisément ce que peuvent faire les algorithmes. Vous dire, ah ben oui, vous êtes bien unique dans votre singularité et ça permet en fait de vous sortir de toutes ces images de pensée, de toutes ces catégories qui sont toujours trop idéologiquement marquées, politiquement contestables, etc. Et donc, ça, c'est ce que peuvent faire les algorithmes. Ça peut donc vous hyper-individualiser. Vous voyez où je veux en venir, évidemment. C'est très, très, très complice, en fait, et très favorable à un projet de dissociété, c'est-à-dire on va éclater toutes les formes. Non seulement les individus ne vont plus être perçus par les algorithmes, en tout cas, comme des formes consistantes, seulement comme des agrégats temporaires de données infrapersonnelles, des petits morceaux d'existence quotidienne qui vont être réagrégeables et utilisables à l'échelle industrielle. Donc il n'y a plus de sujet. Ça gouverne quoi ? Il n'y a pas de sujet à la gouvernementalité algorithmique. Le seul sujet de la gouvernementalité algorithmique, c'est un grand corps statistique qui tient lieu de sources authentiques qu'on n'a même plus besoin d'interpréter, mais un grand corps statistique qui bouge en temps réel. Des fragments comme ça qui n'ont vraiment plus rien à voir avec le monde que nous, on peut expérimenter, qu'on peut sentir, etc. Puisque sentir, ressentir, pâtir, etc. est vraiment remplacé par détecter et calculer. Donc on change vraiment de régime épistémologique. Ce n'est pas nécessairement un mal, mais il faut d'abord le reconnaître avant de penser à se faire remplacer par les algorithmes dans toutes les tâches possibles et imaginables, y compris juger ou tuer son prochain. Donc il y a vraiment une attention très grande à donner à ces aspects très épistémologiques. Donc, les algorithmes, eux, sont émancipés aussi de la logique causale, et donc, comme je vous le disais, des ambitions de la rationalité moderne qui consistaient à lier les phénomènes à leur cause afin de comprendre le monde, ce qui nous permettait de faire de la prévention aussi. Parce que quand on se désintéresse des causes d'un phénomène, pour se focaliser exclusivement sur les effets, ce que fait le profilage algorithmique, quand on profile un terroriste potentiel, eh bien, c'est pas pour comprendre pourquoi ses parents l'ont mal éduqué, pourquoi ceci et cela, et puis pour corriger éventuellement l'éducation des enfants dans ce milieu-là, etc. Ah ben non. D'ailleurs, Manuel Valls le disait il y a peu de temps, essayer de comprendre comment les gens se radicalisent, c'est déjà essayer de commencer à les excuser. Non, on ne veut plus comprendre les causes. On veut se focaliser sur les effets et envoyer éventuellement un missile par drone Predator sur la tête de cette
cet amas, cet amas de données, en fait. Hein. Donc, cet individu identifié par métadonnées, on lui envoie un drone sur la tête, comme ça, préemptivement, avant même qu'il ait peut-être eu l'idée de passer à l'acte, on l'a supprimé. C'est ce qu'on appelle, c'est là que je vous dis, la cible, ce n'est même plus une personne, la cible, c'est le potentiel. C'est ce dont sont capables les corps, en fait. Même pas les personnes, les corps. Parce qu'une personne, c'est quelqu'un qui rend compte de lui-même. C'est quelqu'un qui a des cosmétiques subjectives. Derrida expliquait la différence entre l'être humain et la personne humaine et les animaux. Bon, maintenant, je ne vais pas me prononcer sur les droits des animaux et tout ça. Hein. Mais la différence essentielle, c'est que l'être humain, il a la capacité d'effacer ses traces, de mentir, de prétendre, de fabuler, de feindre. Et ça, ce sont toutes des cosmétiques subjectives qui font de nous des sujets, y compris des sujets de droit. Donc, vous voyez, ce dont nous prive cette gouvernementalité algorithmique, c'est cette capacité de devenir sujet. C'est-à-dire de rendre compte, premièrement, de désobéir. À partir du moment où vous êtes toujours anticipé, vous n'avez pas la possibilité de désobéir. Et en désobéissant, qu'est-ce que vous faites quand vous désobéissez et que vous allez devant un tribunal expliquer pourquoi vous avez désobéi? Vous contestez la norme. Et donc, c'est essentiel, cette contestabilité de la norme, pour le métabolisme normatif juridique. Donc, si on court-circuite ça en anticipant toujours les gens de manière à ce qu'ils ne puissent plus jamais désobéir à rien, eh bien, ce qui se passe, c'est la mort du droit. C'est-à-dire que le droit devient quelque chose d'hyperstatique, de plus contestable, et ça n'évolue plus. Première capacité dont nous prive cette gouvernementalité algorithmique. Deuxième capacité, la capacité de se rendre compte et de rendre compte de soi-même, de ce qui nous fait agir. Et se rendre compte de soi-même et de ce qui nous fait agir, ce n'est pas du tout se retrouver exactement dans... ça ne présuppose pas nécessairement d'avoir eu la maîtrise totale de notre intentionnalité, d'avoir décidé, etc. Non, c'est une capacité vraiment de fabulation, c'est-à-dire de se retrouver dans nos actes, d'en redevenir, de s'en manifester l'auteur, quand bien même nous n'aurions pas maîtrisé toutes les variables qui ont fait qu'on a agi d'une certaine manière, mais pouvoir fabuler, c'est-à-dire pouvoir a posteriori, contrefactuellement, dire, assumer la responsabilité de ce qu'on a fait. Dire, oui, j'ai fait ça, un peu comme Althusser, ce malheureux philosophe français qui avait tué sa femme, il a bénéficié, entre guillemets, d'un non-lieu, et puis il a écrit tout un livre pour se plaindre de ce non-lieu, pour dire, moi, j'aurais bien voulu pouvoir rendre compte de moi-même en justice, parce que ça m'aurait permis de me retrouver dans ma biographie et de combler ce trou. Vous voyez, c'est comme ça qu'on devient sujet de droit. Mais dans cette société qui n'est plus du signe et du texte, mais du signal et de l'algorithme, bien évidemment, on est dans un univers absolument asémantique, non langagier, qui nous empêche de rendre compte de nous-mêmes. Donc c'est cette deuxième capacité-là dont nous sommes assez essentiellement privés. Alors, ce dont ça nous prive aussi, mais là je vais aller très très vite parce que j'ai plus du tout de temps, hein, donc je vais devoir court-circuiter des tas de choses que j'avais l'intention de vous raconter. Ce dont ça nous prive, alors j'allais très très vite ici, ça nous prive de l'espace public. Cette personnalisation, mettre le consommateur, on ne parle plus jamais de citoyen d'ailleurs, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le citoyen il est complètement évacué, l'utilisateur ou le consommateur, ou le délinquant potentiel. Hein, ce sont les trois figures de la personne humaine dans la gouvernementalité algorithmique. Non, alors non seulement il n'y a plus de citoyens, mais cette hyper-personnalisation, en fait. On l'a vu dans le scandale Cambridge Analytica, tous les enjeux de l'algorithmisation des campagnes électorales, etc. De quoi ça nous prive? Ça nous prive tout simplement d'espace public. Quand vous avez un espace hyper personnalisé, un espace public médiatique extrêmement fragmenté, dans lequel chaque électeur potentiel reçoit de l'information qui est en fonction de son profil, il n'a plus la même information que son voisin, comment peuvent-ils se mettre ensemble pour en discuter et dès lors réviser leurs préférences et pouvoir délibérer entre eux? Un exemple assez massif de ça, c'était la campagne électorale d'Emmanuel Macron, dans lequel il a envoyé des marcheurs, c'est-à-dire des gens, des volontaires, ses supporters, avec des tablettes, demander en porte-à-porte à chaque... Moi, je dis encore citoyen, à chaque citoyen, ce qui l'a ennuyé, ce qu'il a bien aimé l'année passée, etc. Mais ce sont ses petits intérêts, chacun dit ses petits intérêts. Et oui, ma voisine, elle fait crotter son chien devant ma porte, nanana. Mais vous comprenez bien que ce n'est pas un espace public, ça. Ça transforme les enjeux politiques en enjeux ménagers.
Et chacun y va de ses petits mécontentements sans plus avoir la possibilité, l'opportunité ou l'obligation de discuter de la chose commune. L'espace public, c'est quoi? L'espace public, c'est un espace de délibération à propos de la chose commune qui est irréductible à la seule mise en concurrence des intérêts individuels. C'est aussi un espace dans lequel chacun est exposé à des choses qui n'ont pas été prévues pour lui. Par exemple, c'est un espace où on peut discuter de les générations futures. Les générations futures, c'est précisément ce peuple qui manque, mais qui doit être pris en compte néanmoins dans nos délibérations publiques, surtout aujourd'hui, vu la catastrophe en cours. Donc, c'est tout l'inverse de la personnalisation, évidemment. Alors, c'est aussi l'espace public ou le projet politique, parce qu'à partir du moment où on fait ça, on recueille one par one, un par un, ce que veulent les gens, finalement, on se prive de projets politiques. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un projet politique? Un projet politique, ce n'est pas tout simplement l'enregistrement des desiderata de la population. Non, un projet politique doit transcender les desiderata et l'état de fait pour proposer autre chose, quelque chose qui transcende tout ça. Donc, il n'y a plus de projet politique non plus. Alors, ce qui disparaît aussi, c'est la possibilité de la justice. Bon, j'y vais très vite, et vraiment, mais à la grosse louche. Hein, parce que bien qu'elle se présente dans un espace purement métrique, ces algorithmes ne donnent jamais la juste mesure des choses, qui ne s'évaluent jamais qu'à l'aune de principes de justice et non à l'aune d'objectifs d'optimisation. Bon, voilà, je vais vous laisser sur cette phrase-là, hein, vous la décortiquerez parce que j'ai plus le temps de le faire. Juste ce qui disparaît aussi, évidemment, mais ça on en a déjà parlé précédemment, c'est l'idée de la décision. Hein. Décider, c'est quoi? Décider, c'est pas obéir au résultat d'un calcul. Par exemple, si un juge s'adjoint des algorithmes et qu'il obéit systématiquement à la recommandation de l'algorithme en matière, par exemple, de décision de libérabilité conditionnelle d'une personne ou bien du montant de dommages et intérêts à accorder, etc. Mais s'il obéit tout simplement, c'est pas un juge, c'est une machine à calculer. Ça n'a juste rien à voir. Décider, c'est quoi? Décider présuppose que ce qu'on a à décider est indécidable. Indécidable en termes c'est pas quantifiable, c'est pas décidable. Et décider, c'est un geste qui peut rater. Et il faut assumer le fait que ça peut rater. C'est pour ça d'ailleurs que le droit est une dogmatique consciente d'elle-même qui organise elle-même la remise en question de ses propres productions par les possibilités de recours, etc. C'est pas une vérité finale pour cette raison-là. Voilà, la décision. J'en terminerai par, et même là c'est promis, c'est fini, pour vous montrer l'urgence de la chose. C'est vrai que toute cette couche numérique, si vous voulez, cette couche numérique, elle a l'air d'être indemne de tout événement. Il ne peut rien lui arriver. Hein. Les big data, elles ignorent l'épuisement des ressources, elles ignorent l'usure, elles ignorent la détresse, elles ignorent tout ça, parce qu'elles ignorent l'organisme, en fait. C'est un système immunitaire d'une réalité calculable et donc de l'impassibilité machinique contre la passibilité et l'incalculabilité des organismes vivants. C'est une immunisation du calcul contre la vie, en fait, contre l'altération. C'est une manière, si vous voulez, la gouvernementalité algorithmique ou les algorithmes, dans un certain usage toxique qui en est fait majoritairement aujourd'hui, c'est la meilleure manière de dépenser l'avenir. C'est de dépenser dans les deux sens, c'est-à-dire nous dispenser de penser l'avenir, puisque ça décide pour nous par avance, et dépenser au sens vraiment le plus spéculatif façon finance, c'est-à-dire vraiment épuiser l'avenir par avance. Et donc, c'est pour cette raison-là, parce que justement c'est un système immunitaire du calcul et éventuellement insoutenable contre le monde incarné, contre les sujets, puisqu'il n'y a plus de sujets, et contre la vie, que c'est une réalité, c'est une gouvernementalité qui est inhabitée et qui est inhabitable. Donc faisons un autre usage des algorithmes. Très chers invités, merci à tous de votre présence parmi nous ce soir, à l'occasion de cette causerie qui nous a permis, en tout cas moi, de me familiariser avec le monde des algorithmes auxquels nous sommes désormais, on l'a dit, tous confrontés. Je tiens tout d'abord à remercier très chaleureusement Mesdames Rouvroy et Langlois pour avoir partagé leurs expertises en matière d'éthique et de philosophie du droit, ainsi que Monsieur Gélineau d'avoir orchestré ces discussions. Plusieurs raisons font que je suis particulièrement content de la tenue de l'événement de ce soir.
Tout d'abord parce qu'il s'inscrit à merveille dans la programmation thématique que notre délégation a souhaité mettre à l'honneur tout au long de cette année, la femme dans tous ses éclats. La recherche étant un domaine prioritaire tant en Fédération Wallonie-Bruxelles qu'au Québec, nous n'aurions pu trouver meilleures ambassadrices de cette thématique. Ensuite, la causerie qui nous a été présentée ce soir est une fois de plus le fruit d'une belle collaboration avec nos partenaires de longue date, l'Université de Laval et le Musée de la Civilisation. Merci à vous d'avoir rendu possible l'organisation d'une causerie de ce niveau dans un lieu si agréable. Pour finir, je vous remercie une fois encore, mesdames, messieurs, pour votre présence et vous invite à nous suivre sur les différents réseaux sociaux afin de vous tenir informés de nos nombreuses activités auxquelles il nous ferait grand plaisir de vous associer à l'avenir. Je ne serai pas plus long. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. J'invite ceux qui le souhaitent à poursuivre les discussions et à rester parmi nous et à profiter de l'événement pour rencontrer et échanger ensemble avec nos conférencières. Bonne soirée à tous.